Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour refaire un point sur l'immobilier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va clarifier tout ça. Donc cet épisode est vraiment intéressant pour tous ceux qui font de l'immobilier. Je pense que là, ils vont retrouver des choses qu'ils connaissent déjà, voir d'autres approches. Donc je pense que c'est intéressant de voir comment on peut penser, comment on peut combiner les choses de façon différente. D'ailleurs, je pense que c'est un signe d'intelligence. C'est comme quand en finance, on va appliquer des modèles finalement de physique à pourquoi pas du trading. Et bien là, c'est exactement pareil. On va analyser les investissements sous différents angles et aussi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tous ceux qui n'ont pas fait d'investissement locatif. Et si vous avez des amis qui n'ont pas fait d'investissement locatif, je vous encourage à partager cet épisode. Je pense que ça va énormément les aider pour pouvoir avancer. Non seulement il y aura des anecdotes, mais aussi ce qu'il faut faire si aujourd'hui là, vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif ou si potentiellement ce n'est pas pour vous, parce qu'on viendra dessus aussi, on sera aussi critique sur l'investissement locatif. Première chose, c'est pourquoi on se lance dans l'investissement locatif? Parce que c'est un produit, l'immobilier, qu'on consomme et on consomme de plein de façons différentes et du coup c'est simple à comprendre. Pourquoi? On a besoin d'un endroit pour dormir, donc location longue durée ou location meublée. On a besoin d'un endroit pour aller à l'hôpital, pour aller à l'école, donc des espaces d'activité ou des espaces commerciaux quand on va faire du shopping. Et on a besoin d'endroits quand on va dans une autre ville, par exemple, pour dormir aussi. Et donc là, l'hôtellerie, la location courte durée. Donc on consomme ce bien de façon assez classique. C'est pas comme par exemple une usine. Donc là, on fait des offres en ce moment sur des chaudronneries où on va avoir on va construire des valves pour des centrales nucléaires. Ça, par exemple, on consomme de l'électricité, mais on ne se rend pas compte qu'il faut une valve. On n'est pas hyper bon en flux. Je pense à un de mes meilleurs amis qui était mon ancien coloc qui bosse justement, il fait des flux pour les centrales nucléaires. Bon, il faut quand même être assez costaud en thermodynamique et en mécanique des fluides. Et ça, c'est pas forcément, on n'est pas tous hyper calés là-dessus. D'ailleurs, je ne sais absolument plus comment ça marche, tout ça. Du coup, quand on se lance, on se dit l'immobilier, c'est pas mal. Et en plus, c'est quelque chose où on se dit, quand on pense à l'investissement au début, bon, au pire des cas, j'ai un endroit où dormir, j'ai un toit sur la tête. Et c'est vrai que pour la majorité des personnes, si on prend la globalité, alors après, il faut voir à qui on s'adresse. Mais là, donc en France, il y a à peu près 50% de personnes qui sont propriétaires et 50% de personnes qui sont locataires et qui resteront locataires toute leur vie. Là, il faut faire attention. Les podcasts que je fais, c'est vraiment pour ceux qui ont comme objectif de se développer financièrement et du coup assez vite d'arriver dans les 10%, dans les 1% des Français entre guillemets les plus riches d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue cash flow et argent. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la moyenne française est assez basse quand on regarde ces chiffres-là. Que ce soit les revenus médians, que ce soit l'héritage médian en France. Donc les revenus médians, on est dans les 2000, 2500. C'est très compliqué à le calculer finalement parce que ça dépend ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend juste le salaire ou est-ce qu'on prend les aides sociales associées? Si on prend avec les aides sociales associées, parce qu'il y a beaucoup d'aides en France pour combler justement des traits d'inégalité et une vie qui coûte assez cher, on se rend compte que entre 2000 et 2500, et quand on regarde l'héritage médian, on est, d'après mes sources à vérifier, mais dans les 300 000 euros médian. Donc déjà, l'immobilier, c'est intéressant parce qu'on va se dire, ok, je vais faire quelque chose, je vais éviter de jeter mon argent par les fenêtres et je vais pouvoir avancer. Donc ça, c'est la première démarche, on se dit, on va acheter sa résidence principale. L'épisode n'est pas sur la résidence principale, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, surtout si vous ne comptez pas utiliser votre dette pour faire autre chose. Après, on comprend que l'usage de la dette, on peut aller assez loin et c'est ce qu'on va regarder maintenant. On va se dire, OK, combien ça rapporte et est-ce que ça marche vraiment en immobilier? Si on fait des investissements, qui aujourd'hui, donc c'est ce qu'on peut sortir, moi je vous dirais la target, parce qu'il vous faut un objectif quand vous faites de l'investissement locatif. Le truc, si vous arrivez à ces chiffres-là, c'est super. C'est 300 euros de cash flow pour 100 000 euros de coût de projet investi. Le coût de projet investi, vous allez prendre non seulement le prix du bien, donc par exemple 100 000 euros, vous allez rajouter tout ce qui est travaux, frais d'agence et frais de notaire, etc. Si vous n'avez pas de frais d'agence, si vous n'avez pas de travaux,
Sur ces 100 000 euros, on va rajouter 10%. Dans les 10%, vous avez les frais de notaire de l'ordre de 6-8% et vous avez les frais de cautionnement. On va carrément prendre les frais de cautionnement. Là, c'est quand on fait de l'emprunt. Et on reviendra sur pourquoi il faut absolument utiliser l'emprunt quand on fait de l'immobilier. Et ce n'est pas la même chose, par exemple, en bourse. Donc, quand on en est là, on se dit, OK, pour 100 000 euros d'investi, je dois faire 300 euros par mois. 300 euros par mois de cash flow, qu'est-ce que c'est? Vous allez simplement prendre votre bien. Pour faire simple, vous achetez un immeuble à 100 000 euros. Il y a 2 appartements. Les 2 appartements sont loués en totalité pour 1020 euros. Vous empruntez du coup le coût total du projet. Donc si l'immeuble il vaut 100 000 euros avec les frais de notaire, etc., et 10%, ça fait 110 000 euros. Ça fait un remboursement de 668 euros par mois. Vous avez 50 euros de charge. Il vous reste 300 euros par mois sur un bien qui est loué à 1 000 euros par mois. Donc ça fait du 12% de rendement brut. Le rendement brut pour tout le monde, c'est le loyer hors charge x 12 divisé par le coût total de l'investissement. Donc là, en l'occurrence, les 110 000 euros. Donc là, on est dans du bon rendement brut. Alors, plus le montant est faible du coût d'achat du bien, plus ce rendement brut est élevé. Et après, on verra l'exploitation, etc. Donc ça, si vous arrivez à faire des choses comme ça, donc on peut retrouver, donc là c'est un exemple, si vous faites du rendement dans les 10%, vous pouvez retrouver la même performance en fonction de ce que vous avez comme charge, etc., du financement, etc. Donc ça dépend des taux d'intérêt, ça dépend des charges, et ça dépend des loyers, et ça dépend du prix de là où vous achetez. Donc ça, c'est un peu le Saint Graal. Si vous voulez un ordre d'idée, c'est ça, vous pouvez tendre vers ça. L'essentiel pour vous, c'est de réussir par vous-même à trouver des biens qui sont capables de faire ces fameux 10-12%. Et on verra où les trouver. Et après, vous allez voir si vous êtes OK de les choisir et vous, OK de les exploiter. Mais ce qui est essentiel, c'est de voir que c'est possible. Donc, la première étape, c'est de se dire, OK, c'est quoi mon objectif avec l'immobilier? On va se dire, ce que je te disais tout à l'heure, donc les 300 euros de cash flow pour 100 000 euros d'investis. En gros, on est dans du 3,6% par an sur le montant investi. Alors, on verra ce que ça veut dire et on verra pourquoi il ne faut pas faire d'apport. Donc, par exemple, vous voulez du 500 euros par mois, ça veut dire qu'il faut, si vous êtes à 3% de cash flow, investir 200 000 euros. Si vous êtes à 5% de cash flow, donc ça c'est possible aussi, il faut investir 120 000 euros. Ça c'est par exemple, donc les 3%, c'est immeuble que j'ai à Béziers, les 5% c'est colocation que j'ai à Metz. Comme ça vous avez un ordre d'idée de ce que ça peut être. Les 1 000 euros, ça fait 400 000 euros à 3%, ça fait 240 000 euros à 5%, 2 000 euros par mois de cash flow, 800 000 euros à 3%, ça fait 480 000 à 5%, 4 000 euros, 1,6 million à 3%, 960 000 euros à 5, 8 000 euros, 3,2 millions à 3%, 1,9 million à 5%, 16 000 euros, 6,4 millions à 3% et 3,8 millions à 5%. Alors encore une fois, les montants que je vous donne, c'est vraiment pour vous donner une perspective. Là, on est dans une stratégie pure où vous allez vous endetter pour acheter les biens. Alors attention à ça. Là, on finance la totalité avec la banque. Donc ça, c'est des projets qui sont intéressants. Il faut voir aussi comment vous gérez votre dette et le cash que vous avez à côté, parce qu'attention, plus vous montez en dette, plus vous augmentez votre risque, et plus vous avez un risque où vous avez des loyers impayés, où il faudra faire potentiellement un complément, réinjecter de l'argent dans votre projet. Normalement, avec vos cash flows, ça va fonctionner. C'est pour ça que dans la stratégie un peu investisseur, donc il y a 2 approches. Il y a quand même une approche de réussir à toujours avoir de l'argent de côté pour faire face du coup à ces moments où on va avoir des enjeux pour remplacer des chaudières, etc. Donc là, par exemple, vous faites 2 000 euros de cash flow par mois, il faut en stocker pour faire face du coup aux problématiques que vous pouvez avoir dans vos logements. Ça peut être de l'isolation, ça peut être des dégâts des eaux à avancer avant que l'assurance prenne en charge, etc. Bref, il y a plein de choses de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre faculté à développer qui est finalement de savoir gagner de l'argent. Plus vous allez avancer dans l'immobilier, plus vous allez en fait comprendre comment normalement bien gérer votre argent, donc comment stocker de l'argent, etc. Plus vous allez aussi comprendre à comment gagner de l'argent. À un moment, plus vous avancez, étape par étape. Ne demandez pas, n'exigez pas, par exemple, de vous-même d'être capable à la fin du mois de courir un 10 km en 42 minutes. En fonction de votre âge, etc., vous vous donnez un an, il y a une forte chance, en fonction de physiquement où vous en êtes, d'y arriver, de courir à 42. Alors 40-42 minutes, c'est quand même, il faut être assez costaud. Moi, c'est un de mes records d'ailleurs, c'est mon record. Donc peut-être courir 10 km tout court, c'est bien. Mais bref, n'attendez pas d'avoir des résultats tout de suite. En fait, n'exigez pas de vous aujourd'hui de directement avoir le niveau d'une personne, donc d'avoir la sérénité d'une personne pour gagner de l'argent. Par exemple, quand vous avancez, une fois, vous allez réussir à gagner une fois 50 000 euros en un mois, par exemple, une deuxième fois, et une fois que ça va arriver, vous allez vous dire, OK, c'est bon, vous avez un trou de trésorerie de 50 000 euros, mais vous savez que vous êtes en capacité de gagner 50 000 euros.
Si aujourd'hui, vous n'avez jamais gagné de telle somme et que demain, vous avez la pression pour gagner 50 000 euros, ça va être un petit peu plus dur. Peut-être que la marche sera un petit peu trop élevée. C'est pour ça qu'on avance étape par étape et c'est normal que ça prenne du temps. Il faut y aller, il faut show up, il faut être sur le terrain et vous allez voir, ça va marcher. Donc là, on a un ordre d'idée de combien ça rapporte l'immobilier. Là, attention, encore une fois, c'est avec du 110% de dette, c'est-à-dire qu'on met 0 €, on met un seul euro en apport. Est-ce que ça existe toujours aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est compliqué à récupérer? Je dirais sur une échelle de 10 aujourd'hui, je dirais qu'on est à du 5 sur 10 de complexité. Attention, si vous êtes sur des... Ça dépend de la région où vous êtes et ça dépend des revenus que vous avez. Et ça dépend aussi de où vous allez investir. Alors maintenant qu'on sait tout ça, donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc vous savez, par exemple, avec emprunt, vous voulez gagner du 2 000 € par mois, c'est 800 000 euros. Donc ça, c'est bien. N'oubliez pas de toujours vous dire, OK, voilà mon objectif total. Je veux avoir 4 000 € par mois. Je veux avoir 1 000 € par mois pour commencer. Ça, ce serait bien comme première étape. Ou je veux avoir 10 000 € par mois. Et vous vous rendez compte des montants engagés dans l'immobilier. Et après, une fois que vous savez à quoi ça ressemble, donc ça veut dire un certain nombre de biens, ça peut dire, donc vous allez pouvoir, par exemple, des colocations en Ile-de-France, c'est généralement du 200 000 € de budget pour que ça fonctionne. Donc ça dépend pour 4 personnes. Du coup, vous dites, OK, si vous voulez 2 000 € par mois, il vous faut 800 000 € empruntés. Du coup, il vous faut 4 colocs en Ile-de-France. Donc là, vous savez à peu près où aller. Et mettez juste ça, comme ça, vous voyez au loin. Alors attention, c'est très dur de voir au loin. C'est un peu... vous êtes capable en fait de faire énormément de choses, sauf qu'il y a plein de choses que vous ne sentez pas. Vous n'avez pas la sensation. Vous ne comprenez pas intellectuellement, voilà, vous savez que là, 4 colocs, ou vous savez qu'un gros immeuble à 6,4 millions avec 10%, vous arrivez à gagner 16 000 € par mois. Mais ça ne vous parle pas parce que les millions, c'est trop loin. C'est un peu comme l'histoire des milliards. En fait, c'est trop dur, un milliard, pour un être humain pour comprendre ce que c'est. Sauf qu'il y en a certains, je suis convaincu, qui comprennent ce que c'est un milliard. Et vous allez voir la sensation, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti, c'est cette sensation de comprendre la signification d'un montant d'argent et de comprendre comment vous allez pouvoir atteindre ce montant-là. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu principalement à un moment, donc je pensais assez souvent à 100 millions, donc un gros, gros montant. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, 100 millions, c'est juste ça. J'ai juste à répéter ce processus-là que je connais, que je sais faire, et j'arriverai à 100 millions. C'est ce que je m'étais dit à un moment, et là, j'ai compris. J'ai compris que 100 millions, ça existait. Et vous, ce sera la même chose, peu importe vos montants. Que ce soit du 1000, du 5000, du 10 000, du 1 million, du 100 millions, du milliard, il y a un moment, vous allez comprendre ce que c'est d'atteindre ce montant supplémentaire. Et après, bon, c'est sûrement très dur de le mettre en action, mais c'est normal. La plupart des choses que vous allez faire, il n'y a rien qui est facile dans la vie, on se le rappelle toujours. Par contre, si vous le faites étape par étape, finalement, vous y arrivez au bout d'un certain temps. Il faut se rappeler de ça aussi. Donc, il y a cette notion de, vous savez le montant global à investir, mais il ne faut pas que ça vous déprime. Là, il faut vous dire, OK, bon, ça, c'est le montant global. Vous pouvez commencer à vous dire dans votre tête, OK, je vais atteindre ce montant-là, donc de 800 000, de 1 million, OK. Vous commencez à vous dire ça, même si vous ne sentez pas énormément ce que c'est. Si ça vous met la pression, que vous commencez à vous dire, ouais, merde, c'est trop ambitieux, c'est beaucoup, ne vous inquiétez pas. Laissez ça loin et après, commencez le petit pas. C'est exactement la même chose dans le sport. Si vous vous rendiez compte aujourd'hui de l'énergie qu'il vous faut pour atteindre, par exemple, vous suivez quelqu'un sur Instagram, alors c'est encore, ou par exemple du surf, vous regardez le surf, vous voyez quelqu'un qui prend des vagues, qui arrive à prendre des vagues et juste à bien la prendre, etc. Vous vous dites, OK, c'est pas exceptionnel, j'aimerais être comme ce mec-là. Et qu'en fait, par rapport à votre niveau et par rapport au temps que vous avez, etc., votre énergie, votre âge, en fait, il va vous falloir peut-être 5 ans pour y arriver. Si dès le début, je vous dis, bon, il vous faut 5 ans pour le faire, ça va être hyper dur et je vous montre tous les moments de galère que vous allez avoir pour y arriver, vous n'allez jamais le faire. C'est pareil ici, il faut simplement savoir à peu près ce que c'est pour vous donner un ordre d'idée, d'horizon. Et après, il faut commencer. Vous prenez votre planche, vous allez dans l'eau et puis vous faites vos premières galères et vous profitez simplement des premières galères et vous vous concentrez sur le moment présent de votre action. Et vous ne pensez pas qu'il va falloir faire ça pendant 6 mois, 1 an. En fait, votre mental va essayer de vous protéger, va vous dire: «Ah non, mais c'est trop d'efforts», et cetera. Alors que non. Ce que votre mental va faire, c'est qu'il va prendre votre moment présent d'aujourd'hui, vous dire: «OK, je suis fatigué aujourd'hui, du coup, vu que je suis fatigué aujourd'hui, il faut que je me préserve, du coup, je vais jamais y arriver sur le long terme». Non, c'est absolument pas ça. Il faut se concentrer sur le moment présent. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui et vous allez tenir la durée. Vous allez voir, ça va marcher et à la fin, vous allez réussir à surfer votre vague. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Vous vous concentrez sur le premier truc. Une fois que vous avez déterminé à peu près le montant global que vous avez, vous faites votre première opération et vous voyez ce que ça donne. Aussi dans l'immobilier, vous ne faites pas de l'immobilier que pour faire de l'immobilier. L'essentiel, alors moi je détestais quand je voyais ça à l'époque. Oui, il faut investir en soi, il faut se développer. Voilà, bon, en gros, c'était ceux qui vendaient pour moi des formations et qui disaient, bon, bah voilà, il faut prendre une formation, il faut investir. Bon,
Je détestais ce truc-là parce que je trouvais que déjà humainement, il y avait un truc qui allait pas et puis j'étais là: «Ouais, bon, tu payes une formation, ça avance pas». Bon, en l'occurrence, là où, ce qu'il y a de moi je ressens de vrai et que je vis de vrai aujourd'hui, vous êtes votre propre limite aujourd'hui. Donc tu es ta limite. Aujourd'hui, tu es ta limite. Si aujourd'hui tu gagnes 2 000 € par mois, c'est ta limite de gagner 2 000 € par mois par rapport à tes valeurs, tes contraintes et cetera. Tu peux évoluer. Donc et c'est la même chose si tu gagnes 10 000 € par mois, c'est la même chose si tu gagnes 30 000 € par mois. Et après, il s'agit de savoir est-ce que tu es OK? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux franchir des étapes? Et est-ce que tu es prêt à savoir apprendre et à finalement avoir des skills supplémentaires pour pouvoir passer des étapes? Par exemple, un truc tout bête, là aujourd'hui, moi je veux recommencer. Je veux, refaire mes, 30 000 € par mois de cash flow en immobilier. Je me dis: «OK, je fonce, je fais plein de colocs en Île-de-France et c'est parti». Je prends ma bagnole, j'y vais et je les sors et en réalité, je pense que alors il faut voir, mais ça c'est grosso modo donc, les 30 000 de cash flow. Par maison, on peut être à 2 000 de cash flow. Donc ça me fait, une dizaine, une quinzaine de maisons. Je pense que je peux y arriver et globalement assez vite. Pourquoi? Parce que j'ai déjà franchi toutes ces étapes. Déjà, ça ne me fait pas peur d'acheter une maison à 350 000 €. Je connais le processus pour aller chercher les emprunts. Je connais les travaux, le processus, comment ça fonctionne. J'ai déjà négocié des en fait, tout est fait dans mon cerveau. Plus vous allez avancer, plus vous allez faire des choses, plus les nœuds, dans votre cerveau vont être faits. D'ailleurs, il y a un livre que j'adore, que j'ai lu à peu près en prépa d'ailleurs. J'aimerais bien vous le trouver. C'est un livre, je vous en parlerai une autre fois et qui expliquait un truc qui était fantastique. C'est que finalement, dans notre cerveau, le fonctionnement dont on a besoin, c'est de réussir à créer des circuits dans notre cerveau. C'est-à-dire que les idées vont se connecter entre elles, il y a des connexions qui vont se faire et une fois que vos connexions vont se faire, imaginez vous avez un endroit, où il y a plein de petites rainures et là, il y a de la pluie qui tombe dessus et vous allez vous rendre compte que la pluie, elle va s'évacuer par les rainures, elle va suivre le même chemin et ça va encore creuser, dans la roche, ça va encore creuser ces endroits où il y a de l'eau qui est passée. Votre cerveau, c'est exactement pareil. Donc plus vous passez de temps à écouter, par exemple, ce podcast-là, La retraite à 40 ans, plus vous passez de temps à être avec moi, plus votre cerveau, en plus, il va copier le mien. Vous allez finir par penser comme moi. Alors, il y a des trucs, je suis pas sûr que vous ayez envie de penser comme moi, mais en tout cas, là-dessus, sur l'immobilier, sur comment on fonctionne, sur comment on avance et comment on peut développer ça, là, oui, je pense que vous avez tout intérêt, si votre objectif, c'est de faire de l'immobilier jusqu'à un certain stade, voire de monter au stade où j'en suis. Donc, en tout cas, allez-y. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. On passe maintenant sur les différents types d'invest. Alors, différents types d'invest. En grosse maille, vous avez quoi? Location nue, vous achetez un bien, vous louez nu. Donc un appartement, il y a rien dedans, il y a juste, le plan de travail pour la cuisine généralement, il y a la douche, généralement qui est présente et c'est tout. Location meublée, vous mettez un certain nombre de meubles, vous avez la liste sur le site de l'État des meubles qu'il faut fournir. Donc un lit, en gros, il faut que la personne puisse habiter dans le logement et puisse, vivre dedans. La colocation, ça dépend comment vous faites la colocation. Généralement aujourd'hui, donc il y a un truc colocation co-living, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Mais ce que vous allez proposer généralement en plus, ça va être du, internet, vous allez le prendre à votre charge, l'électricité à votre charge. En gros, ce que ça veut dire que ça va être votre nom, le nom de votre entreprise qui va payer internet et l'électricité. Après, vous pouvez refacturer ça à vos colocataires. Potentiellement du ménage et potentiellement dans certains endroits de colocation, donc ça dépend du standard qui est attendu, vous allez avoir dans chacune des chambres une salle de bain. Donc ça dépend vraiment de l'endroit, du lieu et du standard de ce que vous allez proposer. Et enfin, le dernier truc, c'est la location courte durée, donc Airbnb, Booking. Et là, vous faites des locations à la nuit ou à la semaine, ça dépend de là où vous allez. Plus vous montez, plus vous proposez de services, plus vous gagnez de l'argent. Donc location courte durée qui est bien faite, c'est vous gagnez beaucoup plus. Vous pouvez être à du 20% de rendement brut dont on parlait tout à l'heure, voire plus. Et location nue, vous proposez un truc où normalement ça vous rapporte le moins. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous regardez ça, c'est pas normal de faire le rendement en location brute d'une, location meublée, par exemple. Non, plus vous allez fournir de services, plus vous voulez gagner d'argent. Alors, le petit truc, c'est par exemple, demain, vous faites une laverie automatique. OK, donc vous avez des machines, vous avez quelqu'un qui fait le ménage, vous avez quelqu'un qui fait l'entretien et ça tourne tout seul. Vous avez un système, monétique qui encaisse l'argent, les gens payent, ça tourne tout seul et cetera. Si demain, donc disons que vous gagnez 50 000 € par an avec une belle laverie automatique, à Paris, donc c'est un peu moins, peut-être 30 000 € pour une laverie qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires. Vous avez ça comme laverie automatique. OK, ça tourne, vous êtes content. Si demain vous rajoutez un nouveau service d'avoir quelqu'un qui, dit bonjour aux gens, qui prend le linge et qui lance et qui leur envoie un SMS lorsque le linge est fait. D'ailleurs, ce serait un très bon truc, je viens d'y penser, ce serait un très bon truc quand même de ouais, enfin, vous avez plein de trucs sur les laveries, je vous en parlerai après, je mélange mes idées.
Si vous rajoutez ça et que vous gagnez pas plus d'argent, le mec que vous allez mettre pour faire ces trucs-là, peut-être qu'il va vous coûter 1 500 € par mois. Du coup, ça va être dans les 13 000 - 15 000 € par an. Du coup, vous perdez de la rentabilité. Si vous proposez un service supplémentaire, il faut que le coût de la personne déjà soit remboursé. Et en plus, vu que ça vous demande de l'effort, il faut que vous gagniez encore plus de marge. Donc, si vous faites ça, il va falloir peut-être passer de 200 000 à 300 000 € de chiffre d'affaires. Et vous, ce que vous voulez gagner à la fin, c'est 50 000 € finalement de résultat. C'est ça que vous voulez. C'est pareil dans l'idée dans l'immobilier, c'est assez logique. Une fois que vous savez ça, vous avez vos différents types d'invest, il vous faut un angle d'analyse. L'angle d'analyse, pour moi, il y a 4 axes. Le premier, c'est le leverage, c'est la dette. C'est le plus important en immobilier. L'immobilier sans dette ne sert quasiment à rien, surtout aujourd'hui avec l'imposition, etc. Si vous ne mettez pas de dette sur l'immobilier, le leverage, c'est-à-dire que vous apportez un peu et vous démultipliez votre capacité en faisant un emprunt. Si vous ne faites pas ça, l'immobilier, généralement, c'est vraiment de la merde. Sauf si vous faites, mais même en faisant du marchand de biens, en faisant de l'achat-revente, ok, vous pouvez faire de la marge, mais ce que vous voulez, c'est faire des grosses opérations en mettant peu d'argent. Deuxième élément, ça va être le cash flow. À quel point ça génère tous les mois des revenus pour vous récurrents, en plus de toutes les charges associées au bien. Le troisième élément, ça va être la gestion. À quel point ça vous demande du temps et à quel point vous allez avoir une charge mentale qui va être augmentée. Et le dernier, c'est le risque. Je rajouterai le risque quand même. Alors, le risque, c'est quoi? On va pouvoir mettre un risque de tension locative. Donc, il y a des endroits où, par exemple, ça marche très bien votre logement. Par contre, si quelqu'un part en milieu d'année, vous prenez une colocation dans des petites villes. Si une personne part au milieu d'année, genre en janvier, ou alors milieu d'année plutôt en mars. Milieu d'année, en fait, c'est année scolaire. En mars, vous allez galérer pour trouver quelqu'un pendant 2 mois. Ça va être vite, 2-3 mois, ça va être vite parce que les gens vont revenir en août. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc là, vous êtes en risque. Risque aussi, c'est le type de bien. Il y a certains biens qui pourront avoir tendance à se dégrader. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui peuvent faire de grosses performances, mais qui peuvent, à certains moments, vous dire, OK, il y aura quand même des travaux. On ne sait pas, il y a un truc qui tient. Vous allez voir, en fait, on a tous des immeubles où on se dit, OK, il y a ce truc-là, un jour, il faudra le refaire. Et vous avez ce risque qui est permanent sur vous. Vous avez la localisation. Donc, le risque de localisation, ça va être sur des endroits où il peut y avoir donc, des perturbations de chaleur, de risque d'inondation, etc. Et il y a aussi tout ce qui est juridique. Juridique, donc principalement quand vous faites de la courte durée, il y a plein d'endroits, donc moi je peux le comprendre aussi, mais attention aux nouvelles réglementations qui passent. Par exemple, à Biarritz, il y a des nouvelles règles. Bidart, il y a des nouvelles règles donc en Bretagne. Donc sur la côte ouest, il y a de plus en plus, en parlant de Paris, il y a des règles sur Airbnb, pareil Lille, enfin tout le monde commence à s'équiper contre des règles contre la courte durée pour que des personnes puissent retrouver des logements accessibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voulez louer à Biarritz, c'est très compliqué parce que une maison à Biarritz ou un appartement à Biarritz sur Airbnb, vous en faites 3 000 à 6 000 € par mois. Vous voulez louer ça à un local alors que je pense que le salaire médian là-bas, c'est 1 500 balles, un truc comme ça. En fait, vous ne pouvez pas, quoi. Donc, il y a ces éléments-là à prendre en compte. Après, ce qu'on retient, du coup, si on prend ces angles d'analyse-là, la location nue, le leverage, on ne peut pas en faire tant que ça. Pourquoi? Alors, ça dépend. La location nue, ça dépend du rendement, mais généralement, votre rendement va dépendre de votre type d'exploitation. Plus vous faites de rendement, plus vous allez pouvoir aller chercher de leverage et de dette, mais attention à la courte durée. Le reste, ça va. La courte durée, c'est compliqué quand même de lever de la dette sur la courte durée. Ça va être de plus en plus compliqué. Si vous allez voir votre banque en disant « Ok, je veux emprunter pour faire un super Airbnb qui va bien tourner », il y a de fortes chances que la banque ait eu des dossiers ou traite en ce moment des dossiers où les propriétaires n'ont plus le droit de louer en Airbnb. Du coup, on va dire ah ben non, les Airbnb, on ne finance pas. De toute façon, moi, les Airbnb, j'ai toujours des problématiques pour financer. Donc, il y a des enjeux. Bon, ça dépend après de comment vous le faites. Le cash flow, vous avez du coup, dans cette stratégie de cash flow, faire attention du coup de deux impacts, la gestion et le risque. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est généralement quand on fait de l'investissement, pour moi, il y a 3 strates. Il va y avoir une première strate qui va être une strate de cash flow. Donc, vous allez chercher à faire des investissements qui vont vous faire ces fameux 300 € pour 100 000 € d'investissement. Vous avez une strate d'augmentation de patrimoine, où là, ce que vous allez chercher à faire, c'est des invests qui ne font pas beaucoup de cash flow, mais qui n'ont absolument pas de charge de gestion. Donc, en gros, vous allez prendre des grands appartements que vous allez louer à des familles. Et le dernier élément, ça va être de la génération de patrimoine. Et en fait, là, c'est d'acheter un appartement à Paris, par exemple, qui va vous générer du cash flow négatif très, très fort. Dans ces stratégies-là, la stratégie de génération de patrimoine, en fait, ça vous met beaucoup de pression. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est de l'évolution de la vie. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous achetez un appartement à Paris. Le louer à Paris, par exemple, ça va vous coûter 2 000 €. L'avoir acheté à Paris, ça va vous coûter 3 000, 4 000 €. Donc, vous allez perdre, en fait, 1 000 € tous les mois. Vous allez devoir mettre 1 000 € tous les mois en plus dans votre appartement.
et en plus de ça, vous avez des charges différentes. Quand vous faites ça, faites très attention parce que votre vie, vous ne savez pas où elle va aller. En fait, il y a plein de choses quand on commence qui nous semblent importantes. Donc, c'est un petit peu comme l'adolescence. L'adolescence, la vie des personnes qui nous entourent, c'est très important. On a besoin de sociabiliser, on a besoin de se sentir utile. Et c'est pour ça qu'on peut faire beaucoup de conneries, qu'on peut picoler, qu'on peut sortir, qu'on peut faire en cours, qu'on peut, je sais pas, bref, vous voyez l'idée. Mais ça évolue dans le temps. Et plus vous allez arriver vers 40, 50 ans, moins ces choses-là auront d'importance. Et vous allez sûrement avoir d'autres envies dans la vie. Peut-être de voir plus de soleil, peut-être de freiner, peut-être vous dire: «OK, bon, j'ai fait le tour de ce que je veux d'un point de vue, financier, ça m'intéresse plus, d'avoir une belle voiture, d'habiter dans le centre de Paris» et cetera. Donc ces choses-là évoluent. Quand on fait un investissement immobilier, la problématique ou quand on achète sa résidence principale, on ne sait pas tout ça et en plus, on ne se rend pas compte. Quand on commence, on est étudiant, on habite dans un studio, c'est super et après quand on commence à avoir des enfants et que ça met le bordel partout, on se dit: «OK, il faut quand même un peu plus de place» et oui, il faudrait quand même pouvoir leur permettre juste de courir dehors et cetera. Donc tout ça, ça évolue, donc attention, aussi quand vous faites ce type d'invest. On passe à la suite. Où trouver ces investissements? Donc là, c'est quelque chose, généralement, on est là: «Oui, moi je ne trouve pas un investissement qui m'intéresse, qui est rentable». C'est normal que la plupart des personnes soient bloquées ici. Parce qu'on cherche des trucs au mauvais endroit. En fait, on n'a pas compris comment ça marche. C'est comme si tout le monde, en fait, cherche à avoir un sac Chanel qui vaut 3 500 €, 4 000 €, mais veut l'avoir pour 50 balles. Voilà, tout le monde veut ça. Tout le monde veut avoir un corps magnifique, mais en ne faisant pas attention à ce qu'il mange, en ne gérant pas son stress et en ne faisant pas de sport. C'est la même chose dans l'immobilier. On veut tous avoir un super locataire qui paye et qui est là pendant une dizaine d'années avec dans un super logement qui est dans Paris, qui est mignon comme tout, mais qui est très bien isolé, dont il n'y a pas beaucoup de taxes foncières, dont les copropriétaires payent leur loyer et c'est fantastique et tout va bien. Et qu'est-ce qu'on veut d'autre? Oui et bien sûr, on veut gagner, 1 000-2 000 € par mois, en cash flow et on veut que notre banque nous prête, l'argent. Ben oui, mais la réalité, c'est pas ça. Ce qui est bien avec l'immobilier, c'est qu'on est confronté directement avec la vie, mais que c'est quand même, je dirais, plus simple que le business. Où trouver les invests? Donc, on se rappelle, location nue, location meublée, colocation, location courte durée. S Vous avez des règles. Il y a les règles de prix au mètre carré. En fait, là, ce que je suis en train de faire comme exercice, c'est que je vois à peu près combien peut rapporter tous les investissements dont je vous ai parlé à force d'en faire. Et du coup, là, je vais vous faire des règles par rapport au prix au mètre carré et ça vous permettre de chercher des zones où ça peut être intéressant. Si vous êtes à plus de 3 000 € du mètre carré, en gros, là, il n'y a que de la location, donc plus de 3 000 €, hein. Donc à chaque fois, vous pouvez faire plus ou moins 700 € dans ce que je vous dis, hein. Il y a toujours un peu d'exception, mais vous avez des grosses règles là-dessus, hein. 3 000 € du mètre carré, il n'y a que la location courte durée qui fonctionne. Voilà. Et là, d'ailleurs, c'est un bon endroit. Si aujourd'hui vous voulez faire de la location courte durée, allez dans des villes où c'est du 3 000 € du mètre carré et évitez les villes où il y a une énorme tension locative bah, de toute façon, elles sont plus chères ces villes-là, où ça va être réglementé. Donc en gros, 3 000 € du mètre carré, ville de 100 000 habitants, c'est pas mal pour faire du Airbnb. Et après, vous pouvez faire en plus du Airbnb un peu plus sympa où vous avez des particularités. Donc, il faut vous distinguer sur ce marché-là, c'est normal. 3 000 €, que location courte durée qui fonctionne. Autour des 2 000 €, là, vous êtes dans de la colocation. Donc, vous pouvez monter à 2 000 € sur les colocations, mais attention, sous réserve que vous puissiez louer une chambre 500 €. Donc, vérifiez à quel prix vous pouvez louer la chambre dans la zone. Donc, il y a plein d'endroits où on peut faire des colocations et tester. Ce n'est pas parce qu'il y a des villes où il n'y a pas de colocation que ça ne marche pas. Et enfin, 1 000 € du mètre carré. En dessous de 1 000 € du mètre carré ou proche de 1 000 € du mètre carré, là, vous pouvez faire de la location meublée et de la location nue. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher de la location nue à Paris. Arrêtez d'aller chercher de la location nue à Paris. Paris, si vous êtes, alors, Paris, vous allez être dans du minimum 5 000 € du mètre carré. Vous pouvez bien négocier, peut-être taper un peu en dessous dans le 18e. Je pense qu'il y a des coûts à choper. Ou là, potentiellement, mais même là, en faisant de la coloc, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça ne marchera pas. Donc, ne cherchez pas, avant de regarder des investissements qui vous intéressent, respectez simplement ces règles-là et trouvez les zones où ça fonctionne. Et il y en a plein. En Île-de-France, il y en a. Alors, pour les 1 000 € du mètre carré Île-de-France, c'est un peu compliqué. Mais sur les autres, il y en a. Et les immeubles d'Île-de-France, ça peut quand même marcher. OK, pour tout le monde, on a fait où trouver vos invests. Et il y en a plein partout en France. Et surtout, ne vous découragez pas. Et allez-y. Et là, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort parce que si vous êtes, comme moi, vous connaissez, quelques endroits et pas forcément des endroits enfin si, vous avez votre maison là d'où vient mon père, effectivement, vous pouvez faire des investissements là-bas si vous voulez. Ça s'appelle Villers-Sexcel.
à côté de Vesoul en Bourgogne-Franche-Comté, là où vous pouvez faire de l'immeuble de rapport. Voilà. On descend. Ensuite, donc on a fait la target. Alors, on va revenir simplement sur pourquoi il ne faut pas mettre d'apport. Alors, cash is king. Philippe Thomas, ESCP, un de mes profs, très cool, très marrant. On s'est bien marré. Il nous a fait bouffer de la compta. Il n'arrêtait pas de dire cash is king, cash is king. Et c'est vrai, le cash is king. En fait, notre problématique, c'est qu'on a tendance à aller vraiment dans l'intellectuel, de penser à plein de trucs. Et c'est normal pour modéliser des choses, faire des plans de travaux, faire des plans de financement, faire des plans de comment on peut exploiter un bien, etc. Mais n'oubliez pas à la fin, le truc qui compte, c'est est-ce que vous avez du cash et est-ce que vous avez du cash sur votre compte. Il y aura forcément un moment dans votre vie où votre cash va vous sauver les fesses. Que vous ayez beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, il y a forcément un moment où vous allez avoir besoin de cash. Alors, on va faire un petit exercice. Quand on compare des investissements, il y a un truc qui s'appelle le TRI. IRR, taux de rendement interne. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas le calculer, sur Excel, la formule, c'est égal IRR. Alors, Google Sheets, ouverture de parenthèse, et là, vous mettez tous les flux de votre invest. Exemple, vous commencez, d'ailleurs là j'ai un décalage d'un an, vous faites un investissement sur 25 ans. Alors, vous me faites penser, j'ai un petit décalage d'un an, donc là j'ai un fichier Excel en face de moi. Je vais faire mon petit décalage, hop. Vous allez mettre année 0. Année 0, vous allez mettre le montant de votre investissement en négatif. Donc par exemple, vous faites un investissement immobilier dont on vous parlait tout à l'heure, donc coût total de l'invest 110 000 euros. Vous allez mettre 0 apport, donc vous mettez 1 euro. Donc moins 1 quand vous faites l'invest. Ok, donc année 0, vous faites moins 1. Et après, vous commencez votre première année sur 25 ans. Première année, vous allez encaisser, vous, attention, là c'est simplement les flux, donc 300 euros de cash flow. Donc 300 x 12, ça fait 3600. Vous faites ça pendant 25 ans. Et la 25e année, non seulement vous allez retoucher le prix de votre bien, donc là on parle du principe que le bien, il ne prend pas de valeur, donc vous allez le vendre 100 000 euros. Attention, les frais de notaire, c'est perdu. Et vous allez rajouter aussi les loyers de la dernière année, donc 3600. Donc en 25e année, vous allez avoir 103 600 euros d'encaisser. Là où vous faites votre fameuse formule IRR, donc vous faites IRR, taux de rendement interne, et vous mettez les flux pendant les 25 années. Hop. D'ailleurs, la première année, c'est plutôt comme ça. Hop là. Et ce que ça vous fait, c'est que vous avez, si vous avez mis simplement, par pas d'apport, 1 euro, vous allez faire du... Alors, je ne sais pas si je pète tout mon truc. Hop, 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 hop. Ouais, comme ça. Vous allez avoir du... Bam. Bon, du 36 000%. Je crois que c'est ça que j'avais. Bam. Ah, c'est super. J'ai tout pété là. Alors, je vous remets ça. Ouais, bon, vous avez du 36 000%, quoi. Donc, vous faites 36 000% chaque année sur l'argent que vous avez investi. Est-ce qu'il y a un investissement qui vous permet de faire ça et qui est, en termes de ratio risque, de la même chose que l'immobilier? Je pense pas. Je pense pas. Vous pouvez faire ça sur... c'est même pas du 36 000%, on est sur du, excusez-moi, du 360 000%. Bah oui, parce que vous avez quasiment rien mis. Donc en fait, vous êtes proche de l'infini. Il y a quasiment rien qui vous permet de faire ça, en réalité, qui est assez stable, enfin avec un ratio risque qui est équivalent. Effectivement, on pouvait potentiellement faire ça sur des cryptos, sur des startups, sur des choses comme ça, mais même, c'est quasiment pas possible. Si le seul investissement qui vous... Alors, ça c'est bien, mais le seul investissement qui vous permet de faire ces ratios-là, c'est indirectement de payer un mec pour passer votre temps avec lui si le gars il est capable de vous enseigner sur comment faire des invests. Voilà, c'est le seul truc qui vous permettra de faire ces ratios-là, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire cet investissement-là. Si par contre, vous mettez 3 000 euros d'apport, vous allez faire du 120% par an. Donc 120% par an, c'est-à-dire que vous allez réussir à doubler votre somme d'investissement par an. Si vous mettez du 10 000 euros d'apport, vous faites du 36% par an. Et attention, parce que là, on se rend compte qu'on arrive proche de la bourse. On se rappelle, hein, la bourse, si vous faites de l'ETF Monde ou du S&P 500, vous faites du 10% par an, grosso modo. 8-10%, entre 8 et 13% par an. Là, il faut quand même se dire que quand vous faites de l'immobilier avec du financement, la problématique, c'est que vous avez une charge mentale, enfin il y a la charge mentale aussi en bourse, mais là vous avez de la gestion à réaliser, même si vous avez de l'agence, etc., il y aura des choses à faire. Et si vous mettez maintenant 100% d'apport, vous faites du 3% par an. Donc si vous mettez 110 000 euros de votre poche aujourd'hui, vous faites du 3% par an de perf. Faire du 3% par an avec de l'immobilier
donc de la charge mentale, un bien qui peut se dégrader, des potentiels problèmes, etc., ça vaut pas le coup. Ça ne vaut littéralement pas le coup. Aussi, pensez que si vous avez l'argent de mettre 110 000 € par an, 110 000 € dans un invest, à la place, vous mettez 110 000 € en bourse à 10% par an, en 25 ans, vos 110 000 €, ça devient 1 200 000 €. Donc n'oubliez pas ça. En fait, le coût d'opportunité de faire ça, il est énorme. Parce qu'en réalité, à la fin, vous allez avoir gagné en fait sur la période. Si on prend simplement ce que vous avez gagné, sur la période, vous allez gagner 182 000 € avec l'immobilier. Donc, ce que vous avez perdu en ne mettant pas l'argent en bourse, c'est 1 million d'euros. Vous avez perdu 1 million d'euros en faisant ça. Donc voilà, ça c'était l'élément sur pourquoi il ne faut pas faire d'apport. Je pense qu'on a fait un tour plutôt bien là sur l'immobilier. Dites-moi si ça vous intéresse. Vous êtes pas mal à venir dans les Drinkfire, à me contacter sur LinkedIn et à me dire que les podcasts sont vraiment motivants. Dont le dernier, si vous ne l'avez pas écouté, sur les nouvelles façons en fait, de faire son Fire. N'hésitez pas à liker. Encore une fois, 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Comme d'habitude, pour ceux qui sont motivés, programme de coaching, c'est les derniers modules que je fais comme ça. Donc, c'est mes derniers programmes d'1 an qui sont là. Donc, n'hésitez pas à booker aujourd'hui. C'est les derniers maintenant, là. Donc, en juillet. Et ce sera les derniers. La dernière date, ce sera septembre. Donc, bookez maintenant pour septembre. Après, je change de format. Je vais sûrement me concentrer beaucoup plus sur d'autres projets. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à venir pour qu'on cartonne pour vous. Bravo cette semaine, donc c'était hier à Leslie. En un mois, là, on a fait son premier invest, qui est une superbe colocation. Et on va continuer comme ça. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.